Bonjour à tous les professionnels de la gestion de projet et bienvenue dans ce nouveau podcast. Notre sujet d'aujourd'hui se concentre sur le rôle évolutif du chef de projet en tant que coach et mentor. Nous parlerons des subtilités du coaching, du mentorat et de l'équilibre entre l'expertise technique et le leadership centré sur l'humain, notamment là où le domaine ou la dernière version plutôt du PMBOK met l'accent sur le rôle du coach et mentor du chef de projet. Pour nous éclairer sur ce sujet passionnant, nous accueillons aujourd'hui Tanguy Le Dantec, formateur expert dans le domaine de la gestion de projet et de la gestion d'équipe et auteur du blog Gestion de projet. Tanguy, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir, vraiment, Sarah. Parfait. Donc, pour commencer, on parle souvent du coaching comme une tendance dans le monde de la gestion de projet. Est-ce que vous pensez que c'est un talent inné? C'est une question qu'on peut se poser naturellement. Ou est-ce que c'est une compétence qui s'acquiert au fil des expériences? Alors moi, j'ai le petit avantage d'avoir la double compétence d'être certifié chef de projet et d'être aussi certifié en tant que coach professionnel. Alors, pour répondre précisément à la question, c'est pas inné. Alors, on a plus ou moins de facilité, mais le fait d'accompagner quelqu'un en coaching, ça demande un certain nombre d'outils, de méthodes, d'approches, une posture. Ça demande également de se développer soi en tant que personne pour pas trop projeter sur les autres ses propres modes de fonctionnement ou limites. Donc non, la notion de la posture de coaching et d'accompagnement plus généralement, ça s'apprend. On peut se former, il y a des écoles pour ça, certifiées, reconnues. Et d'ailleurs, c'est une bonne de partir sur des écoles qui sont reconnues et avec des fédérations nationales, internationales de coaching comme garant. C'est un bon point de départ, parce que le terme coach est parfois mis un peu à toutes les sauces. Parfait. Est-ce que justement, vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours aujourd'hui en tant que coach et formateur auprès des équipes en gestion de projet? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là aujourd'hui? Alors moi, pour la petite histoire, j'ai une formation ingénieur, bâtiment public, donc j'ai commencé par faire des chantiers, pas beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns. Puis après, des projets assez techniques sur des réseaux télécoms, j'ai travaillé au Liban, et puis je me suis un peu éloigné de mon domaine, j'ai travaillé sur des projets de sous-marins, et puis à la fin dans la pharma. Mais quand même avec à l'époque toujours une posture du chef de projet, c'est-à-dire assez haute, c'est-à-dire assez directive, enfin directive. En tout cas, une partie un peu venant d'expertise. Et puis je suis, pour différentes raisons, je me suis formé au coaching. Alors c'est vrai que ça a quand même radicalement changé ma façon de percevoir, la façon de d'animer une équipe d'une part, d'animer une équipe projet plus particulièrement, et puis comme je suis également formateur et consultant, et en troisième, d'animer les formations. Et donc la posture change, puisqu'on passe d'un rôle d'expert, alors expert en un domaine technique ou expert en conduite de projet, à un rôle beaucoup plus d'accompagnant, en tout cas de support aux équipes, ce qui change quand même pas mal la donne et la façon dont l'équipe travaille. Oui, tout à fait. Donc, j'entends bien l'expertise technique que vous soulignez, donc l'importance de la formation finalement, parce qu'on sait que beaucoup de chefs de projet aujourd'hui sont issus de milieux techniques. Et justement, la question qui me vient naturellement, c'est savoir pourquoi ou comment ces chefs de projet qui sont techniques peuvent-ils faire la transition pour passer de la posture d'un expert à celle d'un coach ou même un coach de proximité, comme certains le disent. Alors moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait un certain nombre de chefs de projet experts qui pouvaient revendiquer à l'époque, c'était un peu limite, mais pouvaient revendiquer le fait de maîtriser pratiquement tous les tenants et aboutissants et tous les domaines techniques des projets sur lesquels ils travaillaient. Je pense à des virologues, par exemple, je pense à des gens du bâtiment. Et à l'époque, c'était presque vrai. Aujourd'hui, les métiers se sont énormément complexifiés. Il y a des nouvelles composantes qui arrivent, l'IA par exemple, mais bien avant, il y a eu beaucoup de domaines informatiques qui sont arrivés. Et donc aujourd'hui, le chef de projet qui prétend avoir une expertise technique sur tous les domaines d'un projet, il se leurre. Donc de toute façon, il est obligé d'apprendre à travailler différemment, et donc de passer d'un rôle d'expert technique qui était peut-être dans un métier. Lorsqu'il devient chef de projet, il est obligé de travailler avec des gens qui sont sur des domaines où lui, il comprend pas grand-chose, ou en tout cas pas suffisamment. Et donc, il est obligé de changer sa posture et de passer d'une posture je sais, je vous dis comment on fait, à je sais pas trop, je comprends globalement, mais expliquez-moi comment je peux vous aider pour que vous puissiez faire votre travail dans les meilleures conditions possibles. Et ça change pas mal la donne et la façon de travailler pour conduire des projets. Très bien. Donc, j'entends que finalement, le chef de projet grandit avec son équipe, donc il apprend avec son équipe sur terrain, donc il a son expertise technique pour faire le suivi des aspects fonctionnels et il complémente avec cet aspect humain, ce leadership. Et justement, en parlant de leadership, on parle souvent du rôle servant leader. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce rôle?
Ouais, alors servant leader, c'est à la base, ça vient de l'aspect managérial hein, plutôt. Alors j'ai plus l'historique en tête, mais la première fois que je l'ai entendu, c'est quand je faisais des formations de leadership plutôt des managers. Et donc le servant leader, la posture est un peu différente. Les leaders classiques, managers, responsables d'équipe classiques, donnent des instructions à ses collaborateurs dans son équipe Mhm. lors de la fameuse réunion du lundi matin de service où il distribue le travail à ses collaborateurs et priorise, etc. La notion de servant leader, c'est vraiment l'inverse, c'est de demander aux collaborateurs ou donc aux équipiers de quoi vous avez besoin pour travailler dans les meilleures conditions possibles. Et mon boulot à moi, c'est de vous donner les moyens de travailler dans les meilleures conditions possibles. Alors, j'ai plus en tête les sources théoriques. Il doit y avoir un gourou du management qui a théorisé ça très bien, mais je l'ai plus en tête. Et ça fait écho pas mal à une posture de projet, puisque Mhm. autant un manager technique, il a son expertise technique, il a son pouvoir hiérarchique par rapport à ses équipes, et donc il va aller dans cette direction-là, c'est intéressant pour lui. Mais un manager de projet, un chef de projet, ben, il n'a pas de pouvoir hiérarchique, il n'a pas de pouvoir technique. Donc il a vraiment intérêt à aller dans cette direction-là. Enfin, et puis souvent, il n'a pas trop le choix, en fait, hein, d'aller dans cette posture de qu'est-ce que je peux faire pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles dans le projet. D'accord, très bien. Et justement, cela nous amène naturellement à la question des défis que finalement ce chef de projet qui se positionne, qui a la double casquette finalement de manager et de chef de projet. Quels sont vraiment les défis, on va dire, qu'il rencontre dans son quotidien en adoptant un rôle donc de coach, de servant leader? Bah, ce qui est compliqué, c'est donner les moyens, de devoir donner les moyens à ses équipiers quand soi-même on n'a aucun pouvoir, quoi. Sauf si c'est dans un gros projet commando avec une base vie ou un AGECO avec une équipe projet dédiée. Ben, dans 90% des cas, ben, il n'a pas le pouvoir du chéquier, il n'a pas le pouvoir de choisir les ressources, il n'a pas le pouvoir de la disponibilité des ressources. Et donc ça, c'est compliqué parce qu'il va devoir faire un effort vraiment important pour protéger son équipe et donner à ses équipes les moyens de travailler dans de bonnes conditions, en ayant demandé des ressources, en passant en comité de pilotage, en ayant négocié avec les managers des équipiers pour que l'équipier intel passe de 30 à 40% et que la petite demi-journée en plus, ça va faire toute la différence, en faisant valider les décisions techniques. C'est ça qui est difficile hein, dans le rôle projet, c'est donner les moyens aux équipiers de travailler dans de bonnes conditions quand on n'a aucun pouvoir. Hiérarchiquement, on n'est pas souvent avec des postes de vice-président ou autre, hein, parce que les vice-présidents, ils sont pas chefs de projet. Et d'essayer de faire le maximum pour ça, c'est compliqué. Ce qui impose d'ailleurs de poser sur des savoir-faire, des soft skills de persuasion, de négociation, d'impact, qui là, du coup, là aussi sort du cadre technique classique du chef de projet qui arrive et qui dit techniquement j'ai raison. J'ai encore eu ça hein, au mois dernier, un chef de projet qui me dit bah, techniquement c'est juste, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Mhm. Et chaque fois qu'on a juste techniquement, c'était comme ça qu'on faisait, ça se ferait, les décisions ne sont pas prises de manière rationnelle. Et j'ai une petite formule pour ça. Les cimetières de chefs de projet sont pleins de chefs de projet qui avaient raison, quoi. Hein. Donc la question, c'est pas d'avoir raison, c'est que les autres le pensent. Mhm. Oui, tout à fait. C'est aussi, on va dire, ça génère une perception, on va dire, de l'équipe par rapport au chef de projet. Est-ce que c'est quelqu'un qui est crédible finalement, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a toujours envie d'avoir raison pour avoir raison? Donc il a tout ce défi, on va dire, de gérer les engagements des parties prenantes, aussi tout le travail de faire respecter les délais. On va dire finalement, il peut adopter différents styles. Et justement, parlant de style, voilà, on entend souvent les styles populaires, hein, comme le style de management directif ou délégatif ou encore le management persuasif. On dit qu'on peut adopter un style ou l'autre selon la phase dans laquelle on se trouve en gestion de projet. Par exemple, quand on est en phase de démarrage de projet, c'est plutôt on va dire le style participatif qu'il faut mettre en avant puisqu'on est encore en phase de réflexion, de brainstorming. Quand c'est l'exécution, eh bien, il faut voilà respecter les délais, donc on est plus dans le directif plutôt. Qu'est-ce que vous en pensez finalement de ces styles? Est-ce que finalement, effectivement, il faut changer de posture selon peut-être la phase dans laquelle on se trouve ou en tout cas les différentes tâches à réaliser tout au long du projet? Ben alors, je connais bien c'est du RC Blanchard, je crois, le cadran avec Oui, participatif, oui, directif, d'accord. délégatif, quelque chose comme ça. Je connais bien aussi la courbe, enfin, en tout cas, je l'avais dans mes formations à une époque, où on voit au début on est très participatif, après plus directif, après plus délégatif de mémoire. Alors, j'ai évolué un petit peu par rapport à ça. RC Blanchard, à l'origine, c'est pour donner le bon style de management en fonction de la personne en face, en fait. Hein. Et donc, s'il y a des gens qui, effectivement, qui vont avoir une autonomie relativement faible, qui vont aimer travailler, et ça, c'est vrai partout, y compris dans les projets, de manière assez directive, on leur dit ce qu'il y a à faire, c'est tant mieux. Alors, dans les projets, c'est pas un style qu'on recherche forcément, parce que les gens qui ont besoin qu'on leur dise très très précisément ce qu'il y a à faire, qu'on n'est pas expert dans leur domaine, ben, c'est un petit peu problématique.
Donc moi, je suis plutôt pour adapter effectivement en fonction de l'équipier le type de management. Ça, c'est quand même une part d'adaptation. Il y a des gens qui vont demander d'avoir une grande autonomie et puis ils l'auront et d'autres moins et puis on sera un peu plus directif éventuellement. Par rapport aux phases d'un projet, moi je pense que si on peut et qu'on a des équipiers qui tiennent la route, c'est un peu ça la condition, plus on est participatif et délégatif, mieux c'est, puisque du coup ça fait moins de boulot pour le chef de projet hein, quand même. Comme il peut pas être partout, plus il délègue et il s'appuie sur ses équipes, plus effectivement la performance du projet sera forte. Il y a une notion de reconnaissance aussi. Hein. Si je m'appuie sur mes équipes, ça veut dire qu'ils font du bon boulot, je vais leur dire, donc ils sont reconnus, donc ils vont s'engager dans le projet. Il y a tout une cercle vertueux qui se met en route quand on est sur un mode de management plus intégré, plus participatif, plus bas, c'est-à-dire moins directif quelque part. Et ça, quelle que soit la phase du projet, selon moi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez écrit un article sur le blog Gestion de projet à propos des feedbacks constructifs. Donc, c'est aussi un levier Ouais. pour améliorer la communication et mieux accueillir, on va dire, les demandes de l'équipe, donc les faire voilà, écouter on va dire, leurs craintes, leurs besoins, grosso modo. Donc, quelle est pour vous la formule, grosso modo, à utiliser dans un feedback qu'on appellerait constructif? Alors, typiquement, alors, les feedbacks, c'est vraiment un bon exemple de la différence entre un chef de projet très directif ou très ancienne mode qui ne demandait pas de feedback. Et on donnait, c'est plutôt des feedbacks de progrès, du genre ça va pas, il faut faire ça mieux, etc. Donc ça, c'est un peu l'ancienne école, il y en a encore, hein. Avec des chefs de projet plus servant leader, si on reprend le terme, où d'abord ils vont être modélisants. C'est-à-dire que si ils donnent des feedbacks, ça veut dire qu'ils vont surtout en demander pour eux. Et ça fait une grosse différence. C'est-à-dire, ils vont demander à leur équipe, ben, du coup, par rapport à cette animation de réunion, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a pas bien fonctionné, comment vous verrez les choses, par rapport à cette présentation de copie, comment vous voyez les choses, est-ce qu'il faut que je la modifie, est-ce qu'il faut que elle est trop longue, trop ceci, trop ça. Et donc, en créant ce modèle, ça permet aux autres, aux équipiers, de D'adhérer. demander et d'adhérer, de recevoir des feedbacks, et puis ça met le chef de projet à un niveau à peu près équivalent aux équipiers. Donc typiquement, là, les feedbacks, il y a quelques règles de base. Le premier, c'est qu'il faut commencer par les demander avant d'en donner. Ça, c'est pas intuitif. Hein. C'est-à-dire, si moi je suis chef de projet, je vais commencer par demander à mes équipiers comment ils voient les choses, avant de leur dire quelque chose. Ça, c'est une grosse différence. Et la deuxième, si je prends un feedback constructif, par exemple, la règle de base, c'est que quand quelque chose va bien, on dit que quelque chose va bien, point. Or, il y a beaucoup de gens qui disent ça, c'était bien, mais, et en fait, ça, c'est pas un feedback de progrès, hein, c'est pas un feedback constructif, hein. C'est un feedback de progrès, c'est un feedback d'amélioration, mais c'est pas un feedback de valorisation, pardon. Donc, un feedback de valorisation, c'est ce travail est super, point. Et on rajoute rien derrière. Ce qui va, pour beaucoup de gens, est très peu naturel. Il y a même des équipiers qui vont dire oui, mais il y a quand même des choses à améliorer. Ce travail est super, point. Et puis après, il y aura un deuxième temps, éventuellement, s'il y a un vrai besoin d'amélioration, où là, on pourra dire, bah, sur ce travail, sur cette étude, ou sur un autre point, il y a peut-être un point qui mériterait d'être développé, ou revu, ou corrigé, ou une façon de faire, etc. Mais de bien faire le distinguo et de pas tout mélanger, qu'on valorise quelqu'un, on valorise quelqu'un, et quand on donne des avis pour dire qu'il peut s'améliorer, c'est un feedback de progrès. C'est vrai que c'est à chaque fois qu'on entend, on va dire une valorisation, on attend derrière un mais. Parce qu'on a souvent, on entend souvent ces techniques du sandwich, on va dire, Oui, commencer par les aspects positifs, puis intégrer la critique au milieu et finir par quelque chose de positif. Mais finalement, quand il faut aller droit au but, de ce que je comprends, eh bien, il va falloir aller droit au but pour faire entendre le message tel quel. ouais, quel que soit le message, c'est droit au but. Et le feedback sandwich, c'est un truc que je n'aime pas du tout, hein, on va pas se mentir, parce que les gens de toute façon ne retiennent que le milieu du sandwich, c'est-à-dire la chose qui va pas. Et pour construire la confiance des équipiers dans le chef de projet, la confiance des gens en eux d'ailleurs à la base. Hein. Alors ça marche très bien pour les enfants aussi. Hein. Oui. Quand on fait un compliment à un enfant, on lui dit ça c'est bien. Bon, ben, il est content. Et puis après, s'il doit améliorer un autre point, on verra demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est content parce qu'il a fait ça bien. Et donc, dans les équipes, c'est pareil. Les équipiers vont accorder de la valeur au compliment qui est fait, au travail qui est bien fait. Ça leur sert d'appui pour se développer, pour s'améliorer. C'est des points d'appui de développement personnel. Alors là, on rejoint la notion de coaching. Oui. Quand on fait la valorisation, on valorise, point. Et donc, il n'y a pas de mais, même si c'est vrai que c'est sans doute très français aussi, hein. Oui, tout à fait. Donc finalement, il y a cet équilibre hein, à trouver entre, on va dire, le suivi des aspects fonctionnels et le fait d'aider son équipe à développer des compétences et les accompagner par de l'écoute.
finalement, en tant que coach. J'aimerais maintenant aborder la question de l'intelligence artificielle dont on a parlé il y a peu, son impact sur la gestion de projet, c'est-à-dire plus particulièrement dans quelle mesure elle peut menacer, entre guillemets, les activités du chef de projet actuellement. Dans l'IA, alors il y a deux grandes évolutions en 2024 qui arrivent, il y a l'IA et puis tous les aspects environnementaux. Bon, l'IA elle va plus vite, un petit peu plus sexy, mais le deuxième va bien aussi. Mais par rapport à l'IA, ça va changer quand même beaucoup la donne, puisque ça va forcer les équipes projet, et pas que le chef de projet, mais les équipiers, à se concentrer sur des aspects beaucoup plus humains, d'équipe, interpersonnelle, de fonctionnement, de cohésion, ce qui est le but du chef de projet. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments techniques, par exemple la planification détaillée, l'évaluation des ressources, qui vont pouvoir être faits beaucoup plus rapidement et efficacement par des Microsoft Project, pour pas les citer, boostés avec un petit copilote là, comme ils sont en train d'appeler leur intelligence artificielle chez Microsoft. Donc le rôle du chef de projet n'est pas en danger, parce que si le rôle du chef de projet c'est de coordonner des équipes, c'est pas encore ChatGPT qui va faire ça tout seul. En tout cas, moi, je serai à la retraite quand ça va arriver. Mais c'est pas pour tout de suite. Par contre, si je suis un PMO ou un planificateur et que je suis un PMO très opérationnel et que mon boulot consiste à aller courir après les équipiers pour qu'ils remplissent le planning et faire des simulations sans grande valeur ajoutée, etc. Là, ouais, je peux commencer à me faire du mouron parce que le chef de projet avec une bonne IA, il va faire ça et les équipiers aussi vont faire ça beaucoup plus vite. Donc les PMO ont un vrai souci à se faire, sauf ceux qui vont qui vont utiliser l'IA pour amener de la valeur ajoutée, et donc se diriger vers des PMO beaucoup plus stratégiques, pour reprendre la nomenclature des différents niveaux de PMO. Ça va obliger les PMO à monter d'un cran ou deux, clairement, pour un certain nombre d'entre eux, dont certains que je connais, qui vont quand même, quand leur job c'est d'aller courir après les équipiers pour qu'ils remplissent le mise à jour de planning, ou rentrer des ressources au kilomètre dans des plans de charge de planning, ouais, il faut qu'ils se fassent du mot là-dessus. Ouais. Alors c'est déjà rassurant d'entendre que le rôle n'est pas remplaçable en soi, mais on parle plus on va dire d'une destruction créatrice. Donc là, on voit de nouvelles opportunités, de nouvelles peut-être activités. On parle aujourd'hui du rôle de coach et mentor, justement, en tant que chef de projet. Et à toute cette problématique de la gestion, justement, des engagements des parties prenantes. Et donc là, en contexte de conduite de changement, avec les projets de transformation aujourd'hui, comment est-ce qu'un chef de projet peut garantir l'adhésion ou l'implication des parties prenantes, à votre avis, dès le début du projet? C'est-à-dire les faire adhérer, accepter, on va dire, les nouvelles règles du jeu, entre guillemets. Dans le sens partie prenante en dehors de l'équipe projet, on est d'accord ou... Les parties prenantes, effectivement, y compris l'équipe projet. Parce que voilà, quand un changement, on va dire, est à l'échelle d'un projet, il va toucher toutes les parties qui sont liées à ce projet-là. En fait, c'est une tendance générale. D'ailleurs, ce que vous aviez cité au début sur l'évolution du PMBOK, là, étant que chef de projet devient de plus en plus mentor, l'évolution du métier va dans ce sens-là. L'IA va renforcer cet aspect-là, que la valeur ajoutée d'un chef de projet, ça va être dans la partie accompagnement de son équipe et cohésion de son équipe. Et pour faire le lien avec les parties prenantes, la valeur ajoutée aussi d'un chef de projet, ça va être de plus en plus de mener la conduite du changement, et de pas se contenter de dire c'est la solution qui marche donc ça va marcher, parce que ça serait et donc de passer plus de temps en communication. Alors ça, c'est déjà normalement ce que font les bons chefs de projet, c'est-à-dire qu'ils vendent leur solution dès le début, ils sont de bons communicants, ils vont sur le terrain, et ça par contre ça va pas être remplacé par l'IA tout de suite, clairement. Mais pour motiver c'est toujours pareil, l'être humain quand même, il est quand même beaucoup plus prêt à suivre quelqu'un qu'il a rencontré, qu'il connaît, avec qui il a échangé verbalement, voire qu'il a vu physiquement. Donc ça reste vrai, et ça va pas changer par contre dans les années qui viennent, pour impliquer les utilisateurs dans la conduite des changements qui arrivent via un projet. Je sais pas, j'ai répondu à la question? Oui, on parle des engagements des parties prenantes en général. Ouais. On rentre dans les jeux politiques de toute façon, et voilà, c'est un peu la règle générale. Maintenant, je voulais aussi aborder avec vous votre approche de coaching. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Comment une approche coaching que vous avez appliquée a eu, on va dire, un impact significatif sur la réussite d'un projet? Alors récemment, moi, comme je suis plutôt consultant formateur, je peux pas parler j'ai pas conduit de projet récemment en tant que chef de projet. Par contre, j'ai fait du compagnonnage, du mentorat de pas mal de chefs de projet. Le coaching, en fait, aide les chefs de projet, et donc par ricochet leurs équipes, à trouver eux-mêmes des solutions. C'est-à-dire
Le mentoring consiste pas à dire il faut faire comme ci, comme ça, hein, ni le coaching. Ça aide les chefs de projet à se dépasser. Alors, pour donner un exemple plus concret, alors, du coup, j'en ai un qui me vient là, je fais des formations masterclass où j'accompagne des chefs de projet, des directeurs de projet très expérimentés. Typiquement, donc ça permet à des chefs de projet très expérimentés d'échanger entre eux. Et il y en a un, typiquement, qui a fait une erreur de base dans un comité de pilotage, c'est-à-dire qu'il a présenté un sujet en comité de pilotage sans en avoir parlé avant à son sponsor. Donc forcément, il s'est fait décalquer la tête à la sortie du comité de pilotage par son sponsor qui n'a pas du tout apprécié qu'il découvre un sujet critique en comité de pilotage sans que son directeur de projet lui en ait parlé avant. Donc là, le coaching va permettre de travailler avec le chef de projet, de lui faire comprendre, mais ok, le sponsor a peut-être pas dû être aussi raide, aussi désagréable, etc. Mais est-ce qu'on peut se mettre dans les baskets du sponsor? Comment il l'a vécu lui? Qu'est-ce qui vous a poussé vous à présenter ce sujet alors que vous saviez que c'était pas une bonne idée, mais parce que c'était important pour vous, etc. Donc, quel était ce qui était le plus important pour vous qui vous a fait présenter ce sujet malgré le risque et comment, selon vous, l'a ressenti le sponsor? Et donc, ce travail de mentoring, ça permet au chef de projet de dire, ouais, pour moi, c'était super important parce que si jamais je le fais pas, je suis pas compétent, donc je vais prendre conscience que la compétence est vraiment clé pour moi, chef de projet. Et puis, je vais peut-être me rendre compte que pour mon sponsor, l'image que soit, la crédibilité vis-à-vis de ses pairs dans un comité de pilotage, c'est peut-être aussi important pour lui que donc chacun a son truc important, mais c'est pas le même. Et donc, ça permet un peu de progresser dans la connaissance de soi pour le chef de projet, puis dans la compréhension des enjeux de l'autre, dans le cas du sponsor. Et donc, c'est ça qui fait progresser les chefs de projet, en fait. C'est de comprendre leur propre fonctionnement et le fonctionnement des autres, et puis d'essayer de faire au mieux avec les deux, quoi. Oui, tout à fait. C'est finalement se détacher de leur, on va dire, de leur rôle quotidien, de suivre les objectifs, donc en Ouais, écoutant finalement les perceptions de chacun, parce que pour faire adhérer d'autres parties prenantes, il faut comprendre leur point de vue, lui expliquer les choses. Et s'il y a des demandes de changement, eh bien, il y a un process à suivre dans le contexte. Donc effectivement, il y a ce regard externe que vous apportez pour peut-être donner une vision plus globale donc aux chefs de ouais. projet pour qu'ils permettent de voir les choses autrement. Si je peux rajouter juste un mot, le chef de projet qui se développe, en fait, qui devient un peu plus performant, un peu plus coach, mentor ou servant leader, et il comprend mieux ses propres fonctionnements, ses propres limites, et il apprend à mieux faire avec. Et typiquement, il dira pas techniquement j'ai raison, parce que techniquement j'ai raison. Ça, on s'en fout. Et il comprendra que pour lui c'est important, mais que peut-être pour d'autres, il y a des profils qui techniquement vous avez raison, ils en ont absolument là, rien, là, d'abord ils comprennent rien au sujet technique et ils en ont absolument rien à faire. Donc le fait de passer à ce stade-là, c'est quand même un niveau au-dessus de conduite de projet et ça donne des résultats sans commune mesure. Oui, tout à fait, tout à fait, parfait. Donc pour terminer, quel est votre avis sur l'évolution, on va dire, du rôle du chef de projet dans les années à venir? Alors il y a une tendance de fond depuis 30 ans, hein, parce que ça fait quand même quelques années que je travaille dans les projets, et qui va toujours dans le même pareil, c'est qu'on est passé des outils aux méthodes, au process éventuellement de conduite de projet. Et on a commencé à mettre un peu d'humain, on a commencé par mettre de la com. D'ailleurs, ça se voit dans les différentes versions du PMBOK. Hein. Et de plus en plus, on va vers les aspects interpersonnels, humains, d'équipe, de leadership. Et la tendance va continuer là-dessus, puisque l'IA va alléger encore plus les équipes projets des aspects purement techniques, méthodes, outils, planif, budget, coutenance, etc. Et donc, ça va laisser plus de temps, pour peu qu'il y en ait, sur les aspects interpersonnels, humains, conviction, communication. Donc la tendance, elle va être ça. Donc les chefs de projet techniques vont de moins en moins, purement techniques, vont de moins en moins vers la cote et vont être de plus en plus préférés à des chefs de projet beaucoup plus, je n'irais pas jusqu'à dire communicants, mais en tout cas avec une posture beaucoup plus de support, d'aide et de communication et de partage. Oui, tout à fait. Donc il y a finalement ce retour vers, on va dire, le développement personnel. Ça a fait ses preuves dans tous les domaines finalement. Et que l'on soit chef de projet ou que l'on ait n'importe quelle autre fonction technique, eh bien c'est une intelligence émotionnelle qu'il va falloir gérer. Et donc Ouais. voilà, c'est effectivement très Et important. si, On travaille sur ces soft skills parce que la technique ça s'apprend, mais les soft oui. skills, voilà, il faut le forger. Il faut Et, le forger. et si je peux donner un conseil aux jeunes chefs de projet, c'est bien sûr certifiez-vous en tant que chef de projet, etc. C'est bien. Mais après, faites une formation coaching, devenez coach développement professionnel si vous avez l'opportunité. Ça va vous aider vous, ça va aider votre projet, votre équipe. Et vraiment, c'est un investissement vraiment vraiment intéressant, en particulier pour mener des gros projets complexes. Avoir la double compétence, certification projet, certification coach, c'est un bon départ.
Parfait. Écoutez, merci Tanguy pour ces perspectives profondes. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices pour nous avoir aujourd'hui rejoints. Restez à l'écoute pour plus de discussions sur la gestion de projet et la gestion d'équipe. Merci à vous. Merci.